Bonjour à toutes et à tous. Le webinaire Le Café du génie industriel est organisé de la façon suivante. D'abord, un petit film de présentation d'une mission de l'école. Puis, vous allez voir une séquence d'enseignement. Ensuite, une question industrielle que nous partageons avec nos partenaires. Une séquence de recherche. Et enfin, ça se termine avec la présentation d'une association étudiante. Voilà, ça sera toujours ce même format pour l'ensemble des épisodes de ce webinaire. Appréciez. L'école génie industriel est une école de Grenoble INP UGA. Elle forme des ingénieurs aux méthodes de conception et à l'organisation industrielle pour tous les secteurs de l'économie. L'industrie, la santé, les collectivités locales et bien d'autres. L'école est dans un écosystème performant à Grenoble sur les systèmes de production et le génie industriel. Il y a l'école d'ingénieurs, il y a les plateformes technologiques qui nous permettent de simuler une usine expérimentale. Et nous avons un réseau d'industriels qui prennent les étudiants en stage, mais qui aussi sont très présents à l'école, y compris dans son pilotage, pour compléter la formation des étudiants. Nous avons développé deux approches pédagogiques complémentaires. La première, c'est de reconstruire les situations industrielles à l'école, sous forme de projet, dans notre usine expérimentale. La deuxième, c'est d'aller sur terrain industriel, réel, avec l'ensemble de la complexité qu'il y a à ce moment-là, pour que l'étudiant puisse analyser, auditer, faire des propositions, mesurer des performances sur des processus réels. L'offre de formation en génie industriel, c'est d'abord une formation d'ingénieur française en 3 ans, dans lequel nous accueillons des étudiants en apprentissage et des étudiants classiques dans des formations universitaires. Chaque étudiant a des envies particulières, se construit son projet. Il n'est pas obligatoirement construit quand il arrive, par contre, il faut qu'il soit construit quand il sort. Donc on a une offre qui lui permet de se construire le projet. C'est ça le point qui est important. L'étudiant est acteur de sa formation en génie industriel. Il choisit son parcours, il le construit à partir de notre offre, il choisit ses cours, il choisit ses projets, il choisit ses stages, les entreprises et les thèmes sur lesquels il veut travailler. Il choisit sa spécialité, bien sûr, supply chain ou développement de produits. Il choisit les modalités pour aller à l'international, en entreprise, en université, un semestre, 2 semestres, il peut même faire un double diplôme. Il peut continuer sa vie d'artiste, sa vie de sportif, sa vie d'entrepreneur, tout en étant à l'école. L'ingénieur génie industriel construit les systèmes de production. C'est le cœur de son métier. Il est bien placé pour construire de nouveaux systèmes de production, tout aussi efficaces d'un point de vue économique et qui vont respecter les enjeux sociétaux et les enjeux environnementaux. Donc le JM, c'est en gros le séminaire de rentrée qui est destiné donc aux premières années de l'école. Quand ils arrivent, pendant tout le mois de septembre, ils vont suivre donc ces cours de JM pour génie industriel, expérience et méthode. Et l'idée, ça va être de venir d'une part créer un besoin en enseignement, donc on va venir introduire le génie industriel, mais aussi venir créer des besoins en enseignement, les mettre dans des situations où ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'apprendre des choses. Donc il faut savoir que le JM c'est 4 blocs en fait, donc il y a le bloc communication, il y a une troupe d'acteurs qui va venir et qui va leur faire plein de mises en situation, des exercices de communication. Le bloc outils, donc là, qui se déroule sur tout le semestre, où là les élèves vont venir découvrir ou redécouvrir des outils qu'ils vont utiliser pendant leur parcours d'ingénieur, que ce soit des outils mathématiques, informatiques ou des outils de bureautique. Mais il va y avoir aussi des questions des questionnements en tout cas liés à l'éthique
et puis au partage des données personnelles, etc. Il y a un bloc, donc le bloc atelier, où là, on va vraiment les mettre en situation d'opérateur. Donc on va leur faire des choses et créer les besoins d'enseignement dans ces matières-là. Donc pendant une après-midi, les étudiants vont être dans la nouvelle plateforme qui nous permet de simuler ce que c'est qu'un atelier de production. Et du coup, pendant une petite demi-heure, ils vont faire tourner cet atelier. Puis on va essayer, à la fin de cette phase de simulation, d'analyser avec eux ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui marchait bien, où étaient les difficultés. Donc dans la deuxième étape, ils vont refaire exactement le même exercice qu'au début, mais avec cette nouvelle méthode de production. Et là, ça va beaucoup mieux marcher, évidemment. Donc après, à la fin, l'idée, c'est de leur faire un petit débrief encore et de leur expliquer que le but, ça va être pour nous de leur donner les compétences qui vont leur permettre de passer de la situation 1 à la situation 2. Et ensuite, il y a la partie méthode, où là, on va leur faire étudier un thème du génie industriel, leur faire lire plein de choses, accumuler un certain nombre d'informations, et puis ensuite venir les restituer sous différentes formes. La nouveauté dont on est fier cette année, c'est la fresque du climat. Donc on a intégré cette fresque du climat dans le JM et l'objectif c'est vraiment de venir sensibiliser les étudiants aux enjeux climatiques. Donc la fresque du climat c'est un jeu sérieux, en fait collaboratif, où les étudiants vont essayer de placer sur une carte les différentes causes, conséquences du réchauffement climatique. Et puis ensuite essayer de venir à différents niveaux apporter des solutions à ce réchauffement climatique. Un des grands moments, en fait, ça va être le séminaire industriel. On fait venir des industriels qui sont des anciens élèves de l'école la plupart du temps, qui vont venir expliquer aux étudiants qu'est-ce qu'ils ont fait en sortant de l'école, qu'est-ce qu'ils font maintenant et qu'est-ce qui s'est passé un petit peu entre les deux. Pour les lieux où se déroulent les cours, donc ça va se dérouler un petit peu dans toute l'école, ça va dépendre un petit peu des matières, des blocs, des séances. Donc il va y avoir des séances qui vont se dérouler dans des salles TD classiques, il y en a qui vont se dérouler un petit peu à travers toute l'école. Et puis après, il y a deux plateformes qu'on va utiliser aussi, donc notamment pour le TP de flux dont je parlais tout à l'heure, où là on va utiliser la plateforme qui s'appelle la plateforme Operation Management, qui vient d'être créée à l'école. Et donc là, l'avantage, c'est qu'elle va pouvoir nous permettre de vraiment simuler une chaîne logistique de manière réelle. La deuxième plateforme, ça va être la plateforme Ginova, où là, ça va être les TP plutôt de produits, et où là, les étudiants vont pouvoir créer des choses, fabriquer leurs propres objets, et puis étudier pas mal de processus de conception aussi. Donc il y a une dernière plateforme qui n'est pas une plateforme physique, mais qui est une plateforme qui va être très utilisée par les élèves pendant tout leur cursus d'ingénieur, c'est Caséine. Donc ça, c'est une plateforme qui a été développée en fait au laboratoire GESCOP, qui est spécialisée dans l'apprentissage en fait des maths et de l'informatique. Et l'idée, c'est que les élèves puissent être autonomes aussi et puissent travailler en autonomie chez eux, sans forcément avoir toujours besoin de l'aide du professeur. Donc du coup, les restitutions, il y en a 3. La première, ça va être une carte des concepts. Donc c'est là où ils vont vraiment faire le travail de dégrossir un petit peu toute l'information qu'ils ont accumulée pendant le JM. Et ensuite, à la fin, donc là, il y aura une soutenance. Donc l'idée, c'est d'utiliser la carte des concepts, de venir extraire une problématique, un petit questionnement ciblé sur une partie du thème et de venir y répondre lors de la soutenance finale. La troisième restitution, c'est un petit article qui a la suite du séminaire industriel. En termes de challenge et de difficultés, il n'y a pas de difficulté majeure, je pense, mais il y a des petites choses qui peuvent être un peu délicates pour les étudiants, donc notamment le travail de groupe. Ils vont quand même être 15, et du coup, il faut réussir à se répartir le travail, à se mettre d'accord ensemble, trouver des consensus sur les choses qu'on va continuer à élaborer ensemble, arriver à une présentation commune à la fin pour 15. Deuxième difficulté, ça pourrait être le passage d'un rythme prépa en fait, à ce rythme école d'ingé, et c'est aussi pour ça qu'on fait le JM. C'est vraiment pour essayer de venir casser un petit peu ce rythme et de leur montrer un petit peu c'est quoi le rythme de travail à l'école. Alors les compétences qu'ils vont développer, donc là il va y avoir évidemment tout ce qui va concerner la communication, qui va être très important pour la suite. Il va y avoir aussi des compétences en outils et puis en méthode, donc là on va leur apprendre à faire un petit peu de bibliographie, à aller chercher l'information, à challenger l'information, puis à la restituer, à trier, synthétiser. Et à apprendre différentes méthodes qui vont être très utiles par la suite. Le JM, c'est quand on arrive à GI, c'est découvrir en fait ce que c'est le génie industriel, parce que le génie industriel est quand même une notion très abstraite quand on rentre. Qu'est-ce que c'est? Ça sera peut-être de la gestion de projet, peut-être pas, de la conception, de la logistique, tout ça. Donc c'est vraiment connaître et découvrir ce qu'est ce concept. Moi, ce qui m'a
le plus été utile durant cette année, c'est les cours de communication. C'est très intéressant et ça a été très formateur, et surtout que nous on a travaillé dans des parcs. Donc l'environnement de travail était vraiment intéressant parce qu'on n'était plus dans l'école, on était un petit peu à côté, on faisait des cours de théâtre, de communication dans les parcs, et ça c'était décalé par rapport à ce qu'on avait déjà fait avant, et en même temps du coup c'était formateur. En termes de difficultés, par exemple on avait une carte mentale à créer qui est donc représentait un petit peu notre sujet, donc la personnalisation et les grands axes. Et en fait cette carte mentale, le problème c'est qu'on était 12 à réfléchir dessus. Et donc dès qu'on avançait dans un sens, forcément ça plaisait à la moitié, puis ça ne plaisait pas à la moitié. Et donc des fois on avançait, on reculait, on avançait, on reculait, on avançait, on reculait. C'était compliqué de mettre tout le monde d'accord. Est-ce que ce point-là on le met ici, est-ce que ce point-là on le met là? Et donc coordonner tout ça en ayant une meilleure cohésion de groupe et que l'avis de tout le monde soit écouté et qu'il n'y ait pas deux personnes qui fassent tout, parce que c'est un travail qui est très compliqué, puis c'est un travail qu'on rend à 12, donc c'est intéressant d'avoir l'expertise un peu de chacun, en tout cas les avis de chacun, et prendre tout ça en compte et continuer à avancer dans un temps imparti, c'est compliqué. Je dirais que la difficulté principale du JM, c'est effectivement ce projet parce que en général, auparavant, on a déjà fait des projets de groupe, des travaux de groupe, mais ça dépassait pas 3-4 personnes. Là, c'est vrai que d'un coup, arriver dans un nouvel endroit, ça peut être assez compliqué au départ parce que voilà, on connaît pas la personnalité. Et il faut apprendre à se connaître assez vite pour pouvoir mener ce travail quand même de manière efficace. Les cours de communication, ça a vraiment été le coup de cœur. C'est des bons moments et ça crée vraiment des liens, et je pense que au sein de mon groupe de TP, en tout cas, ça nous a beaucoup rapprochés. Bonjour Margot, merci pour cette vidéo qui présente très bien le GIEM. Alors rappelle-nous, qu'est-ce que GIEM? GIEM pour génie industriel, expérience et méthode. Ok, merci aussi à toute l'équipe, parce qu'on voit qu'elle a été impliquée dans la présentation. Alors le but du GIEM, c'est essayer d'emblée plonger les élèves dans un environnement nouveau, dans l'environnement de l'école, essayer aussi de leur donner un certain nombre d'éléments de connaissances pour créer un besoin, susciter une attente vis-à-vis d'autres enseignements plus techniques et plus spécialisés qu'ils auront par la suite. Finalement, en tant qu'enseignante qui anime le GEM, c'est quoi ton étonnement, ta principale surprise vis-à-vis des élèves quand ils arrivent? Je dirais que la principale surprise que j'ai finalement, c'est leur engagement quand ils arrivent. C'est-à-dire que c'est la rentrée, ils arrivent à l'école, ils sont tout nouveaux, c'est un nouvel environnement, et pour autant, ils arrivent vraiment dans une posture d'apprentissage où ils sont là, ils ont envie d'apprendre, ils sont vraiment engagés, ils sont investis dans ce qu'on est en train de leur raconter, et ils sont là parce qu'ils ont envie. Et vraiment, cette posture d'apprentissage, ça fait partie des premiers, on va dire, étonnements que j'ai. Le second, c'est l'autonomie. On les laisse beaucoup en autonomie dans le JM. Donc même si ça les perturbe un petit peu au départ, finalement, ils s'en sortent tous très bien. Et c'est vraiment quelque chose de... Alors, est-ce que les groupes arrivent à s'organiser? Parce que c'est des groupes nombreux. Finalement, ils ont une consigne qui est assez large, des consignes qui sont assez larges. Oui, alors c'est vrai que j'ai eu la question là, dans le dernier CM du JM. Comment ils travaillent en groupe? Ça les a beaucoup perturbés en fait de venir travailler en groupe. C'est vrai que c'est des groupes, donc là ils étaient 12. C'est assez perturbant de savoir quelle posture avoir, ils n'ont pas l'habitude. Mais finalement dans le JM, s'ils font mal le travail de groupe, s'ils se trompent dans ce travail de groupe, ça a peu de conséquences sur la suite. Donc c'est bien qu'ils s'entraînent justement à ce moment-là et de dire que si cette fois-là, il y a des ratés, c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage et ça aura pas de conséquences. D'accord. Il y a des mises en situation industrielle, ils se retrouvent opérateurs de fabrication. Ah oui, ça avec Fabien, oui, dans les TP de flux, ils sont dans le rôle d'opérateur et ils font partie de la chaîne de production et ils se rendent compte effectivement des petits soucis qu'il peut y avoir dans la chaîne de production quand on n'est pas ingénieur génie industriel et qu'on ne sait pas bien faire tout ça. C'est ça, les exigences de qualité, les exigences d'organisation, de formalisation. Le GIEM, c'est aussi une façon d'introduire
les élèves, de les préparer à leur métier, enfin à leur apprentissage et puis leur métier futur. Et je pense que vous essayez aussi peut-être de transmettre quelques-uns des éléments, quelques éléments de la culture de l'ingénieur en génie industriel, de sa culture et de ses valeurs. Par exemple, vous faites la fresque du climat. Oui, c'est vrai que cette année, on a mis en place cette fresque. Donc c'est important, on trouve que les élèves soient sensibilisés à tous ces enjeux, donc le climat, mais les enjeux aussi sociétaux et tout ce qui va un petit peu être les enjeux de l'industrie de demain. Donc avec cette fresque, au moins, ça leur permet de se dire que finalement, eux, en tant qu'ingénieurs, seront acteurs un petit peu des transitions qu'il pourrait y avoir dans l'industrie. Alors la fresque du climat, ça permet évidemment de comprendre les causes du changement climatique et ses conséquences. Et c'est un peu déstabilisant pour des élèves qui sont appelés demain à travailler dans l'industrie. Ah oui, c'est sûr que quand ils arrivent là et qu'on a fait la fresque, ils ont un peu de mal à se projeter, à se dire que qu'est-ce qu'ils vont faire eux en tant qu'ingénieurs pour changer un petit peu ça. Ils se diront pour l'instant ils sont en première année, donc ils sont un petit peu tout bébés et ils s'imaginent tout petits à l'intérieur de leur entreprise et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir changer. Donc c'est à nous aussi de leur montrer que ils ont le pouvoir de changer quelque chose et c'est à eux, pas que à eux, mais eux ils seront acteurs de ça et qu'il faut qu'ils en prennent conscience. Oui, bien sûr. En fait, c'est des thématiques qui vont reprendre tout au long de leur scolarité, tout à propos de l'éco-conception, par exemple, ou évidemment l'optimisation de la supply chain, mais aussi en lien avec des questions environnementales comme la réutilisation des produits, leur recyclabilité ou leur réparation. La vidéo présente certaines activités comme le travail opérateur, mais il y a d'autres jeux qui sont proposés aussi dans le GIEM, en économie, en sociologie. Voilà, il y a une diversité d'exercices. Un petit peu, quel est le but de ces différents exercices ? C'est d'avoir la vision un petit peu transverse du génie industriel. Finalement, le génie industriel, c'est pas seulement des flux et des produits. Il faut aussi avoir cette vision de la socio, de l'éco, qui est ultra importante pour eux dans le futur. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on fait qu'à l'école, ils ont énormément de cours de SHS, donc de socio, éco, etc. Et que tout au long de leur parcours, on les force à essayer d'avoir cette vision aussi qui est super importante. Voilà, travailler par exemple sur les problématiques de coopération ou de prise de décision dans l'entreprise. Très bien. Quelle piste de travail vous envisagez pour faire évoluer le GIEM à l'avenir ? Alors, déjà, on a intégré la fresque du climat cette année, donc on a déjà cette amélioration qu'on a mis en place. Après, il y a d'autres choses qu'on aimerait intégrer à l'intérieur, c'est-à-dire que, j'en parlais tout à l'heure un petit peu de ces nouveaux enjeux qu'il y a dans l'industrie de demain, donc que ce soit en lien avec l'usine du futur, l'industrie 4.0 ou même avec les nouveaux enjeux sociétaux, essayer de faire rentrer de plus en plus tous ces nouveaux enjeux à l'intérieur du JM. Voilà, en même temps, ça reste une introduction. Ça reste une introduction. Et l'objectif, c'est de donner de l'appétit, d'ouvrir, de donner du sens ensuite aux enseignements par la suite. Et bien sûr, c'est dans le cadre de ces enseignements que les élèves vont véritablement développer leurs compétences. Oui, ça c'est sûr. Le JM reste une introduction. On aimerait bien tout faire, mais on ne peut pas tout faire en un mois. Voilà. Très bien, merci beaucoup Margot. Merci à toi. Merci pour ce travail d'animation et d'organisation du GEM. Donc la question aujourd'hui que l'on va traiter, c'est la fabrication additive, l'impression 3D, ce que ça apporte de nouveau et notamment ce que ça change dans la supply chain du futur. Très bien. Le premier point peut-être à aborder, c'est l'innovation que permet ce genre de technologie. Oui, en effet, c'est un accélérateur d'innovation. Nous, chez HP, on le voit, c'est vraiment notre futur et c'est l'endroit où on met le plus de recherche et développement.
mais on a des possibilités infinies de design. On a une réactivité à ce qui se passe. L'exemple que j'allais prendre, c'est ce qui s'est passé avec le Covid, où on a pu créer des visières, des masques avec le CEA. On a aussi fait des pièces de respirateurs dans une vitesse éclair, puisqu'on n'avait plus le tissu industriel en France. Donc on a pu, grâce à nos machines et grâce aux industriels, collaborer autour de ça. Et il y a une innovation énorme aussi en termes de matériaux. On pense que demain on pourra innover, on n'est pas au pixel, on est au voxel, c'est un pixel 3D et on pourra avoir des capacités différentes sur chacun des voxels. Donc on pourra avoir des voxels conducteurs, des voxels en métal, d'autres en plastique, en couleur. Donc il y a une capacité infinie d'innovation, je pense, sur les applications, les produits qu'on pourra faire grâce à la 3D. Aujourd'hui, on entend surtout dire que ça permet la personnalisation. Ouais, alors c'est un facteur fantastique pour répondre aux besoins de personnalisation. Même on parle même nous chez HP de personnalisation de masse. Et donc on est déjà un partenaire très privilégié d'une entreprise aux US qui font justement toutes les gouttières orthodontiques, je sais pas comment on dit. Donc on est derrière la fabrication de tous les moules pour justement personnaliser la gouttière le plus précis possible. On fait aussi beaucoup de choses sur les semelles orthopédiques. On est beaucoup dans la santé en fait, parce que le corps humain est super personnalisé. Il n'y a rien de plus personnalisé que le corps humain. Et donc à chaque fois qu'il faut faire une orthèse, une prothèse, HP, on a nos technologies qui sont derrière. Donc on est dans le sport, la biomécanique. Donc on est grâce à cette technologie. Et je ne veux pas faire une pub HP, mais la technologie 3D en général permettra d'avoir des pièces très très personnalisées de façon simple en fait. Voilà. Et donc dans l'organisation industrielle, ça change pas mal de choses avec cette technologie? Je dirais deux choses. Il y a une notion de collaboration, puis après une notion de transformation de la supply chain. Au niveau collaboration, on se rend compte que nous, on est un fabricant de machines, mais on ne connaissait pas exactement tous les matériaux, on n'a pas toutes les plateformes technologiques. Donc on a créé une plateforme de technologie très ouverte de collaboration, à la fois avec des experts de chimie en matériaux, mais aussi on a développé du software et on collabore de façon très différente. On a un partenariat avec le CEA ici à Grenoble, qui nous a aussi permis de travailler avec une dizaine de grands industriels français sur des projets de recherche appliqués avec nos machines. Donc on collabore beaucoup plus dans cet écosystème qu'avant. Et puis en transformation de supply chain, alors là je pense qu'on parle souvent de la technologie du produit, mais je pense qu'on oublie les aspects transformation de supply chain. Ça nous permet une relocalisation d'énormément de choses. Donc aujourd'hui on en parle beaucoup et je pense que la 3D va nous permettre de fabriquer beaucoup plus près de l'utilisateur, du consommateur. Et je prends juste un exemple, l'exemple de SAV. Beaucoup d'industriels nous approchent en disant maintenant, moi je peux plus avoir les moules et toutes les pièces de produits qui ont plus de 10 ans. Donc la 3D, maintenant on fait pas voyager des pièces, on fait voyager un fichier et on imprime quand on a besoin. Demain peut-être que quand on ira chez notre garagiste, ça sera pareil, il y aura une pièce imprimée dédiée pour notre voiture. Donc il faut l'imaginer comme ça. C'est comme on parle d'impression 3D. Pourquoi? C'est comme quand on imprime un fichier. Aujourd'hui, on s'envoie un mail, on imprime le fichier. Avant, on s'envoyait une lettre. Demain, on s'envoie un fichier de fabrication qu'on va fabriquer sur place. C'est exactement la même chose. Donc il nous reste un peu les génies industriels dans tout ça. Pour moi, je trouve ça fantastique quand je vois aujourd'hui les deux filières. Bon, moi je suis un ancien de l'école où il n'y avait que la filière logistique. Maintenant vous avez la chance d'avoir ces deux filières. Pour moi, la 3D est au cœur de ces deux filières. Donc à la fois sur le design, comment on va designer des produits demain. Et puis je sais qu'il y a dans les plateformes technologiques, il y a des machines à la pointe ici. Et donc je pense que les ingénieurs de GI de demain seront vraiment à la pointe de la conception 3D. Mais je pense aussi que dans la partie de la chaîne logistique, il y a vraiment à se poser beaucoup de questions sur comment on va transformer nos supply chains grâce à cet outil, et comment on va relocaliser, comment on va transformer vraiment nos modes où aujourd'hui on fait tout venir de Chine, il y a des containers de partout. Je pense que la 3D peut nous amener quelque chose et donc les ingénieurs de GI, demain, c'est grâce à eux que peut-être tout ça va se mettre en musique. Voilà. Bonjour, je m'appelle Gulbine Alpan, je suis professeure à Grenoble IMP, génie industriel. Je suis chercheuse au laboratoire GESCOP et titulaire d'une chaire sur l'industrie 4.0 et l'intelligence artificielle au sein de l'Institut MIAI.
MIA, c'est l'un des 4 instituts d'intelligence artificielle en France. Les domaines de recherche couvrent des thématiques cœur de l'IA et ses applications sur des enjeux sociétaux. Notre chaire contribue au développement de la recherche sur l'industrie 4.0. L'objectif de la chaire est de développer des nouvelles méthodes d'aide à la décision pour la conception et la gestion des chaînes logistiques. Aujourd'hui, simulation et optimisation sont des 2 méthodes qui sont largement utilisées pour développer des outils d'aide à la décision. Dans cette chaire, nous proposons de coupler ces techniques de simulation et optimisation avec celles de l'intelligence artificielle dans l'objectif de proposer des solutions plus robustes et voire ou auto-adaptatives et avec des performances meilleures que celles qui existent aujourd'hui, notamment en termes de temps de calcul et qualité de solution. Donc nos attentes de l'intelligence artificielle dans ce cadre est premièrement la capacité d'algorithmes d'apprentissage à partir de données collectées en temps réel sur le système industriel. Et ceci permettrait d'apporter du dynamisme et réactivité aux méthodes actuelles. Deuxièmement, la capacité de ces méthodes de prédire pour faire face à l'incertitude qui est omniprésente dans des systèmes industriels. Enfin, profiter de données disponibles pour extraire des connaissances et ensuite injecter cette connaissance dans le modèle d'aide à la décision. Donc, pour mener à bien cette feuille de route de la chaire, feuille de route de recherche, nous développons de la recherche fondamentale sur ces problématiques de couplage, avec une volonté de les transmettre aussi ces méthodes vers l'industrie avec des applications sur des cas d'études industrielles. Donc, je vais vous présenter quelques exemples des travaux pour illustrer tout cela. Le premier exemple, c'est un exemple de recherche fondamentale. C'est la thèse de Yuzhen Wang, encadrée par Pierre Lemaire et Ira-Gaëlle Joly. Dans cette thèse, l'objectif est de montrer l'intérêt de faire coopérer ces méthodes de la recherche-opération avec ceux de sciences de données pour tirer avantage de l'une au profit de l'autre. Par exemple, prenons les algorithmes de classification qui sont des méthodes d'apprentissage automatique bien connues. Ces algorithmes calculent des classifications sur la base de distance entre des individus. En faisant l'hypothèse que ces distances sont connues a priori, en réalité, dans des contextes industriels, c'est rarement le cas. Et donc, les individus ou les données sont caractérisées par plusieurs variables, donc c'est multidimensionnel. Dans ce cadre-là, la recherche opérationnelle peut être utilisée pour déterminer la distance optimale entre les individus pour avoir des algorithmes de classification de meilleure qualité. Dans l'autre sens, sciences de données peut servir aussi pour analyser le comportement des algorithmes d'optimisation et ceci peut permettre d'avoir un meilleur usage de ces algorithmes, par exemple pour le paramétrage de celui-ci ou apporter des éléments de réponse à des questions qu'on se pose régulièrement, comme par exemple lequel de ces algorithmes est le plus approprié pour un problème ou un instance donnée, ou encore qu'est-ce que ça peut apporter 5 minutes de calcul en plus dans mon algorithme. Donc le deuxième exemple est plutôt une recherche appliquée. Et c'est la thèse de Suzanne Le Bihan en partenariat avec notre partenaire Renault sur la thématique de Supply Chain Network Design. Le réseau logistique de Renault
Et globalement, l'industrie automobile est très complexe, de par sa taille, premièrement, parce qu'il y a plusieurs milliers d'acteurs sur ce réseau. Ensuite, par le volume de produits qui transitent dans ce réseau. Par exemple, en 2019, il y a 3 millions de véhicules qui ont été produits et transportés au sein de supply chain Renault à l'échelle mondiale. Donc l'objectif de cette thèse est de construire le réseau logistique. Ici, on se pose plutôt des questions comme quels sont les centres à ouvrir, quelles routes à emprunter, stratégie de stockage à utiliser, etc. Bien évidemment, c'est pour satisfaire la demande des clients à temps avec les coûts globaux minimum. Ici, les modèles d'optimisation qui résolvent ce type de problème sont très complexes et ne peuvent pas être résolus pour des problèmes de taille industrielle. Donc la granularité des modèles et des données se pose pour ce type de problème. Agréger les données peut permettre de réduire la taille de problème, mais parfois au détriment de précision des solutions. Donc la question qu'on se pose est quelles données peut être agrégées sur quel type de critères, et tout en gardant bien sûr l'équilibre entre la précision des modèles et les temps de calcul nécessaires pour trouver une solution. Une deuxième question est sur le problème d'alignement du modèle avec le système réel, parce que le modèle est souvent fixe, tandis que le système réel est très dynamique, donc les réseaux logistiques est très dynamique. Il faut aligner ces deux et mettre à jour le modèle régulièrement. Donc l'intelligence artificielle peut apporter des réponses à un certain nombre de questions, par exemple, à partir de quel moment on doit mettre à jour le système, quels paramètres devraient être mis à jour, tout en se posant les questions de stabilité du système vis-à-vis de l'agilité de celui-ci. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour Gülgün. Bonjour Bernard. Donc merci pour ta présentation de la chaire dans la vidéo. J'aurais une question à te poser par rapport aux industriels. Comment s'investissent les industriels dans cette chaire et quels intérêts ils y trouvent? Oui, donc, nous avons 4 industriels au sein de la chaire et le principal intérêt pour eux, c'est avoir accès aux recherches de pointe sur l'intelligence artificielle. Deuxième intérêt qu'ils ont porté, c'est l'espace qui permet à l'industriel d'échanger entre eux. Donc ce sont des industriels qui sont sur des secteurs complètement différents. Par contre, certaines questions sont très similaires d'une industrie à l'autre et donc ça leur permet d'un espace d'échange entre eux qu'ils apprécient particulièrement. Enfin, s'ils ont des questions vraiment très particulières, très spécifiques sur l'intelligence artificielle et ses applications dans un problème particulier qu'ils rencontrent au sein de leur entreprise, on peut discuter tous ensemble et on peut co-construire un projet de recherche et on peut travailler sur ce projet de recherche ensemble. Voilà. Et j'ai une question aussi sur les algorithmes d'intelligence artificielle, parce qu'actuellement on parle beaucoup dans la presse du développement de tous ces algorithmes, mais quelles sont les difficultés majeures d'application de ces algorithmes pour des industriels? Oui, il est vrai qu'il y a beaucoup d'algorithmes et beaucoup de résultats, des bons résultats sur des applications grand public. Par exemple, on voit des jeux où la machine bat l'homme. Donc, dans l'industrie, les applications sont de plus en plus présentes
Alors, je vais parler un peu de notre expérience. La grande difficulté était sur les données, parce que les données existent dans l'industrie, mais ils sont multisources et multi-types, je dirais. Par exemple, il y a des données type vidéo, il y a des données qui sont récoltées à partir de écriture des opérateurs, il y a des données qui viennent des bases de données ERP ou autres. Donc, il faut mettre ensemble toutes ces données et puis faire un nettoyage de données, parce que certaines données ne sont pas de bonne qualité, et il y a des données qui manquent. Donc, dans la thèse de Denis Koala, qui est en partenariat avec KLS, Denis a dû passer beaucoup de temps pour nettoyer les données à cause de tous ces problèmes, et voire les compléter par des bases de données extérieures pour avoir des informations un peu plus standardisées. Donc ça, c'est les premières difficultés. La deuxième difficulté, je dirais, c'est comprendre les résultats que nous obtenons. Donc on parle maintenant explainable AI, et confiance aux résultats. Donc, dans le cadre de notre chaire, comme nous utilisons aussi des outils de simulation-optimisation, nous espérons que les résultats que nous allons fournir auront cette, je dirais, caractéristique, parce que simulation et optimisation se basent principalement sur la modélisation des connaissances métiers, et donc couplage avec les modèles d'algorithmes d'intelligence artificielle nous semble intéressant pour des résultats peut-être qui sont un peu plus explicables et plus facilement acceptables par l'utilisateur. Alors on voit que c'est encore complètement dans le monde de la recherche, hein, mais qu'en est-il du transfert vers les étudiants, vers les doctorants, vers les élèves ingénieurs? Oui, et donc aux doctorants, nous en avons 4 actuellement, mais on a aussi la possibilité de transférer les connaissances qui sont développées au sein de la chaire vers les élèves ingénieurs et les étudiants de master, notamment par exemple, on peut prendre l'exemple de formation par la recherche. Donc on a encadré 5 étudiants de master dans le cadre de la chaire avec des projets de recherche sur nos thématiques. Ensuite, les enseignants qui sont impliqués dans la chaire, ils développent des cours. Donc il y a des cours qui sont développés sur Data Analytics, analyse de données, et plus particulièrement il y a un nouveau cours par exemple qui sont en montage par nos deux collègues Abdourahim Silla et Zakaria Yaouni sur l'utilisation de l'IA dans les chaînes logistiques. Et donc certaines études de cas, certains travaux de recherche que nous menons actuellement au sein de la chaire seront utilisés comme études de cas dans ce cours, et donc les résultats seront directement apportés dans la salle de cours. Voilà, puis, je ne peux pas finir sans poser la question qu'on voit partout dans la presse et qu'on entend systématiquement dans tous les reportages sur l'intelligence artificielle. Est-ce que les algorithmes d'intelligence artificielle vont remplacer l'homme ? Écoute Bernard, en tout cas c'est pas tout de suite, et je pense que c'est pas dans la direction qu'on souhaite aller. En tout cas dans le cadre de la chaire, notre objectif c'est d'aider à l'homme à prendre des meilleures décisions, donc lui permettre d'avoir une meilleure vision de son environnement, présenter les données d'une manière utilisable par les décideurs pour qu'ils puissent prendre des décisions de meilleure qualité. Donc nous espérons que ces algorithmes d'intelligence artificielle seront surtout utilisés pour aider l'homme et non pas pour le remplacer. Merci Gülgün. Merci à toi Bernard.
Président du bureau des sports de GI. Donc le BDS c'est quoi? C'est avant tout donc une association qui organise des événements sportifs, mais c'est ouvert à tout le monde, donc que vous soyez sportif ou non. C'est avant tout donc un endroit où on partage, où on s'amuse et ouais, c'est avant tout une grosse ambiance finalement avec tous les élèves de GI. C'est juste le BDS qui amène tout le matériel et on se rejoint avec toute la promo, avec les ESA, les AA pour s'amuser et faire du sport tous ensemble. Nous, on vend des places pour les matchs de foot, de rugby, de hockey, et on va essayer de proposer d'autres sports aux futurs étudiants. Mais l'idée, c'est vraiment de faire profiter les étudiants de l'ambiance des matchs, parce qu'on a des tribunes réservées pour nous. Et puis après, ils peuvent faire des afters dans les bars qui sont aussi réservés. Donc vraiment une ambiance de foot. C'est un week-end qui va se passer aussi. Il va se dérouler juste après les partiels des AA, donc c'est l'occasion pour bien décompresser. Et c'est aussi le meilleur moment pour commencer les plus en En tant que BDS, on organise souvent des montées de Bastille et il y en a pour tous les rythmes, que ce soit en marchant, en courant ou même à vélo si les choses, et avec ou sans bière. On fait également des randonnées, toujours autour de Grenoble. On s'organise pour le covoiturage ou alors le bus. Et bien sûr, non sportif ou pas, tout le monde est compris. Pour conclure, le BDS en 3 mots, c'est sport, bonne ambiance et partage.